un gros merci, merci bien. Je vous remercie de votre invitation aujourd'hui. Je suis ravi d'être de retour parmi vous, même si, comme vous le savez, sans doute, j'ai changé de job depuis la dernière fois. Il me fait plaisir de souligner la présence parmi nous de deux de mes collègues. Tous deux sont représentants de la Banque ici au Québec, qui travaillent à notre bureau régional de Montréal. Monsieur Méville Tremblay, Méville dirige une équipe chargée de renforcer le lien solide entre la banque et les milieux financiers au Québec. Et Monsieur Laurent Martin, Laurent supervise notamment l'enquête trimestrielle de la Banque sur les perspectives des entreprises au Québec. Cela l'amène à rencontrer des entreprises de toutes les régions de la province. Les entreprises de votre région ont passé une période très difficile après la crise, tout comme beaucoup d'autres fermes au Canada. Les choses se sont améliorées depuis, mais notre économie n'est toujours pas revenue à la normale. C'est pourquoi je suis heureux de vous rencontrer. Ça me permet de mieux comprendre votre situation et de vous faire part de mes réflexions. En tant qu'entrepreneur, vous savez certainement que le commerce international ne s'est rétabli qu'en partie. L'économie mondiale subit encore les retombées de la crise. Pour les exportateurs, évidemment, le problème était aggravé par la vigueur relative de notre dollar. Même s'il est redescendu ces derniers mois, le huard dépasse de toujours de 40% environ son niveau du début des années 2000. Now, many people may be wondering why the Bank of Canada did not do more to limit the appreciation of the loonie or to weaken it after it rose. After all, we've said time and time again that stronger exports are needed to bring our economy home. So in my remarks today, I'll do my best to answer that question. Si j'arrive, vous allez comprendre pourquoi manipuler les taux de change est une mauvaise idée. Je commencerai par mettre les choses en contexte, c'est-à-dire que j'expliquerai le rôle du taux de change dans le régime de ciblage de l'inflation à la banque. Enfin, je vais vous dire ce qui est nécessaire, selon nous, pour aider notre économie à revenir à la normale. Autrement dit, à retourner à une croissance équilibrée et durable. La Banque du Canada a pour mandat de favoriser la prospérité économique et financière du pays. Pour ce faire, nous visons une cible d'inflation mesurée par l'IPC. La politique monétaire que nous menons a pour but de maintenir l'inflation à 2%, soit le point médian d'une fourchette qui va 1 à 3%. Un taux d'inflation bas et stable est bon pour les entreprises et les consommateurs. Les parents peuvent épargner en vue de financer les études de leurs enfants ou leur propre retraite, sans craindre que l'inflation n'efface la valeur de leurs économies. Et les entreprises peuvent formuler leur projet d'expansion en se fondant sur des prévisions raisonnables de l'effet qu'aura l'inflation sur les sommes qu'ils devront consacrer aux salaires et aux investissements. Canada's flexible exchange rate is an essential element of this monetary policy framework, as it helps us ride the tides of the global economy. Now, you all know our economy is open to the rest of the world. It must be, for we depend on sales to other countries to support our standard of living. We have a diversified export sector, but we tend more on exports of resources
than most other advanced economies. And for that reason, our currency tends to move with commodity prices, which in turn move with rising or falling global demand. Indeed, we benefit from having a currency that rides the rising and falling tides of the global economy. It acts as a buffer. When the world economy is strong, commodity prices rise, and our currency tends to float up to facilitate the adjustment of our economy. Similarly, when the world economy is weak, commodity prices fall, and our currency tends to float down. So it is like a floating breakwater across a harbor. My goodness. Well, technical problem. Don't know why that happened. Here comes my lifesaver. Joe Vardy, ladies and gentlemen. As I was saying, it is like a floating breakwater across the mouth of a harbor that rises and falls with the tides, but absorbs the waves to help keep the water in the harbor nice and calm. Without a freely floating currency, prices, wages, and unemployment could fluctuate markedly, and that would create havoc for people and for businesses. A flexible exchange rate is essential for us to be able to pursue an independent monetary policy in the interests of Canada. Permettez-moi d'illustrer mes propos à l'aide d'un scénario hypothétique. En 2002, le dollar canadien valait environ 65 cents américains. Au début de 2008, il était proche de la parité. Le coût mondial du pétrole se situait autour de 25 $ le baril en 2002. Mais au début de 2008, il était passé largement les 100 $. On pourrait difficilement imaginer que le dollar canadien se maintient aux alentours de 65 cents, étant donné cette hausse des prix du pétrole. Comme je l'ai mentionné dans le passé, il existe un lien lâche, mais prévisible, entre les prix du pétrole et notre monnaie. Un peu comme un chien et son maître, quand ils sont reliés par un laisse qui s'étire et se relâche, se rétracte, excuse. Mais supposons que nous ayons essayé d'empêcher le dollar canadien de s'apprécier une fois qu'il avait atteint environ 85 cents en 2005. Le moyen le plus évident de faire ça aurait été pour la banque d'abaisser les taux d'intérêt. Compte tenu de la pression à la hausse exercée sur le dollar par l'augmentation des prix du pétrole, il aurait fallu probablement ramener les taux d'intérêt de 4% à près de zéro en 2005. Comme on peut s'y attendre, l'économie aurait alors été stimulée par deux facteurs: les prix plus élevés du pétrole et les taux d'intérêt extrêmement bas. Tous deux auraient fait augmenter les emprunts et les dépenses. Et la combinaison de ces éléments aurait provoqué un surchauffe de notre économie de 2006 à 2008. Et l'inflation aurait commencé à dépasser notre cible. En 2008, elle aurait été proche de 4%. Entre parenthèses, rappelons ce qui s'est vraiment passé en 2008. C'était la crise financière mondiale. Même s'il est délicat d'introduire une parcelle de réalité dans un scénario hypothétique, notons que nos taux d'intérêt avaient été proches de zéro à ce moment-là. Il est clair que nous n'aurions pas eu de marge de manœuvre durant la crise. Mais mettons de côté cette complication et allons jusqu'au bout de notre scénario hypothétique. En 2008, l'inflation aurait approché 4% et continué de grimper. Les coûts de production de vos entreprises auraient augmenté à un rythme de 4% ou plus.
et la compétitivité de nos exportations se serait érodée progressivement, malgré le maintien du taux de change à 85,5. Mais l'histoire ne se serait pas arrêtée là. Sa crédibilité anti-inflationniste de plus en plus menacée, la Banque aurait été obligée d'intervenir. Elle aurait abandonné notre hypothétique tentative de contrôler la valeur du huard et elle aurait relevé sensiblement les taux d'intérêt afin de ralentir la croissance excessive de l'économie. Le chômage se serait accru et l'inflation aurait fini par redescendre à notre cible. Le taux de change aurait alors dû trouver son propre niveau. La Banque ne peut pas en même temps poursuivre la cible d'inflation et stabiliser le taux de change. Bien que ce scénario soit hypothétique, il est éclairé par des analyses rigoureuses. Notre tentative de maintenir le dollar à un niveau constant se serait traduite par des fluctuations plus marquées du chômage, de la production et l'inflation. Au bout de compte, elle ne nous aurait pas aidé à maintenir notre compétitivité sur le plan international. De plus, au moment d'agir face à la crise, nous aurions eu moins de crédibilité en matière de politique monétaire. Bref, en ciblant le taux de change, nous aurions perdu notre capacité de mener une politique monétaire indépendante dans l'intérêt du Canada. So let me repeat that. Attempting to control the exchange rate would mean giving up our independent monetary policy. Now, none of this means that we are indifferent to exchange rate movements. In fact, we closely analyze the effects of exchange rate movements on the economy. Our aim, however, is not to achieve a specific value for the dollar. It's to achieve our inflation target. The best place for the exchange rate to be determined is in the markets. The markets trade the Canadian dollar toward a value consistent with the relative fundamentals of our economy and those of all of our trading partners. This trading happens around the clock. New information is instantly taken into account by a multitude of participants. The markets aren't perfect. They can overreact, or they can break down in times of stress. But overall, they are our best bet. Now, some have argued that the bank can have it both ways. It can use interest rates to pursue its inflation target, but independently intervene in the forex market to achieve a more desirable level for the dollar. Now, this means buying and selling Canadian dollars in exchange for U.S. dollars in the open marketplace. But given the depth of the global market, the bank would need to undertake truly massive transactions to have even small effects on the exchange rate. And these effects would be very short-lived. And in the attempt, they would thwart the good work that markets do for us every day. The only time when such direct intervention might be practiced would be in the case of a market breakdown, in which case the bank could offer to transact on either side until normal trading resumed. In short, an emergency situation where the market fails for some reason. D'autres ont avancé que la banque pourrait donner les indications verbales au marché quant à la valeur du dollar. Ceci suppose que la banque comprend mieux que le marché les facteurs macroéconomiques fondamentaux qui influent sur le dollar. Cette thèse est très difficile à soutenir. Notre taux de change dépend d'une vaste gamme de déterminants intérieurs et extérieurs. Beaucoup d'entre eux échappent à l'influence de la banque. Il vaut mieux que cette multitude d'effets soit évaluée et débattue au sein du marché profond, plutôt qu'à l'aide d'un simple modèle statistique élaboré par la Banque centrale.
Bref, je crois au marché. Les manipuler ou tenter de les orienter ne fait pas partie de notre plan de match. Ce que la Banque a fait et va continuer à faire, c'est d'être aussi clair que possible dans son évaluation des forces à l'œuvre dans l'économie et des principales sources d'incertitude et de risques. Parlons à présent du message de la Banque. Au lendemain de la crise financière, notre secteur des exportations s'est fortement contracté. Le secteur des ménages, en particulier l'investissement dans le logement, a pris la relève en raison des taux d'intérêt extrêmement bas. Toutefois, nous ne pouvons pas compter indéfiniment sur une croissance dopée par la politique monétaire pour maintenir notre niveau de vie. L'économie canadienne doit prendre un tournant majeur vers une croissance plus durable. Premièrement, les exportations, moteur naturel de la croissance économique au Canada, doivent se redresser de façon importante. Il y aura ensuite des dépenses d'investissement des entreprises plus fortes qui seront accompagnées d'une progression plus marquée de l'emploi. Cette succession d'événements va contribuer à absorber les capacités excédentaires et ainsi à ramener l'inflation à notre cible de 2% de façon durable. En cours de route, on va observer une réduction graduelle des risques liés à la stabilité financière au pays, tels que les déséquilibres dans le secteur des ménages. Now, this is a natural sequence that we will monitor carefully. Its starting point and the most critical ingredient is a substantial recovery in exports. Now, where will that critical revival of exports come from? Well, energy exports are already leading the way. That, in fact, is the main source of natural growth in our economy today. New energy exports, new investment, new jobs. Furthermore, high oil prices are boosting incomes across the entire country, and that creates jobs too. But growth in energy exports alone cannot make up for the loss of exports we've experienced since the crisis. Non-energy exports also will contribute, but they've been very sluggish for several years, at least until very recently. After a weak start to the year, we've seen a surge in non-energy exports in the last few months. Now, about half of this rebound was weather-related, as exports were delayed during the winter. You remember the winter, right? The statisticians never forget. Okay, but underneath those fluctuations, we're starting to see some early signs of recovery. The fact is, though, that the global economy remains a very uncertain place. And as forecasters, we're wary of the serial disappointment that it has delivered us in recent years. Europe is obviously the biggest question mark today. There are others. Nonetheless, the U.S. economy appears to be back on track and is now showing signs of higher investment spending. This is usually associated with stronger exports of Canadian machinery and equipment, packaging materials, industrial materials, business services. Now, many of these sectors are also sensitive to exchange rate fluctuations, so the lower dollar is providing an additional boost to these export sales. On peut certainement s'attendre à ce que nos prévisions se concrétisent ici même à Drummondville. Cette région du pays a toujours été tributaire des exportations. Les entreprises d'ici investissent pour diversifier leur gamme de produits et leur clientèle. Et elles se positionnent pour tirer parti de nouvelles occasions de croissance. La région produisait traditionnellement surtout du textile et du mobilier. Maintenant, elle met l'accent sur la fabrication d'un large éventail de produits techniques à valeur ajoutée. Par exemple,
des machines et du matériel, des matériaux de construction et d'emballage, et des produits de plastique et de caoutchouc. Certains des secteurs même qui devraient être les moteurs du redressement de nos exportations. Cela dit, d'autres secteurs d'exportation éprouvent des difficultés depuis bien avant la crise financière. Pour eux, le chemin de la restructuration est lent et ardu. Ainsi, il faudra peut-être beaucoup de temps avant de regagner une partie du terrain perdu. On peut aussi s'attendre à voir émerger de toutes nouvelles activités d'exportation menées par de nouvelles sociétés d'exportation. Je n'ai sûrement pas besoin de vous rappeler que beaucoup d'entreprises ont été rayées de la carte pendant la crise. Normalement, lorsque l'économie se remet à tourner à plein régime, l'ensemble des entreprises reprend la vigueur et de nouvelles firmes apparaissent sur les marchés d'exportation. Elles créent de nouveaux produits, de nouveaux services et surtout de nouveaux emplois. Malheureusement, la croissance de la population des entreprises a été très faible depuis 2008. Et selon les données préliminaires, cette population n'a pas progressé en 2013. Toutefois, comme les ingrédients sont en place, nous avons bon espoir que cette croissance va reprendre cette année et l'année prochaine. All things considered, then, we are cautiously optimistic about our exporting future. But it will take more than a few months to establish a trend, and then still longer for it to translate into more investment and hiring by companies. But it does look like the natural sequence that we've been hoping for is getting underway. So let me sum up. It's simply not possible to have a fulsome discussion of the outlook for Canada's inflation rate and our monetary policy without an understanding of the effects of the exchange rate is having on the economy. À la Banque du Canada, il est hors de question d'essayer de contrôler le huard. Qu'on parle d'oiseau ou de monnaie, un huard qui flotte est beau à voir. Du moins selon l'économiste devant vous. Notre travail consiste à comprendre le contexte et à ajuster les taux d'intérêt à court terme dans le but d'atteindre notre cible d'inflation. Ce travail est déjà bien assez exigeant. C'est au marché de surveiller, au jour le jour, les données économiques et d'en déduire les implications pour les autres marchés financiers, y compris le taux de change. Ce travail aussi est difficile, mais ce n'est pas le nôtre. En réalité, la Banque ne peut pas accomplir son travail comme il se doit à moins que le marché en fasse autant, et vice-versa. La Banque a déployé beaucoup d'efforts pour améliorer la transparence des divers éléments de l'incertitude qui ont compliqué cette tâche. Et cette transparence accrue aide les marchés à mieux jouer leur rôle. Ce n'est pas juste la théorie. Dans les faits, tout cela aide aussi les gens d'affaires, comme vous, à bien faire leur travail. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Poloz. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Il y a quelqu'un qui va se déplacer dans la salle et moi également. Simplement, vous levez et mentionner qu'on puisse se rendre à vous avec le micro-bâton sans fil. M. Poloz sera disponible une dizaine, quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Simplement mentionner pour les médias qu'il y aura une conférence de presse par la suite à la salle causeuse près de l'escalier central. Donc, vous pourrez réserver vos questions à ce moment-là. Les questions ici étant réservées à l'auditoire. Merci. Oui, les questions.
Daniel m'a payé un huard pour chaque question. Juste pour vous encourager. Et ça, c'est pas possible. Voilà. Bonjour, Monsieur le gouverneur. Patrice Ricard de ProKit. Vous avez parlé de l'effet du dollar américain, l'effet de l'économie américaine dans vos pensées à la Banque du Canada. Est-ce qu'on suit aussi un peu ce qui se passe en Chine de votre côté et peut-être aussi de l'Europe en même temps? Ah oui. C'est évident que le monde n'est pas dans une position équilibrée. C'est certain que l'Europe est le plus faible de ce groupe en ce moment. Pour le moment, notre prévision est pour la croissance très, très minime dans les prochaines années ou 2 années. En Chine, en même temps, nous avons des risques. Ces risques sont principalement autour du secteur du logement. Il y a un ralentissement majeur en train en ce moment. Et ce qu'on voit, c'est une période de croissance moins forte que dans le passé. Mais c'est vraiment pas grand-chose avec des grands chiffres. On voit peut-être un taux de croissance à peu près à 7%, peut-être un peu moins que ça, mais autour de 7%. Alors, pour les exportateurs canadiens, c'est important de rappeler que la Chine est beaucoup plus grande aujourd'hui. L'économie chinoise est beaucoup plus grande aujourd'hui. Alors, une croissance de 5% ou 6%, c'est un impact beaucoup plus grand aujourd'hui que dans le passé. Alors, on n'a pas besoin de 8% pour avoir un bon client en Chine. Mais en même temps, les marchés peuvent répondre, comme on a vu hier, aujourd'hui, des chiffres de Chine. Ils ont vendu les matières primaires, donc le charbon et le fer. Et pour le Canada, premièrement, c'est le prix du pétrole qui va influencer notre économie. Les autres choses comptent aussi. Mais pour le moment, ça semble assez stable. Mais dans ce contexte-là, le plus important, c'est que quel est le taux de croissance pour le monde entier? Et c'est évident que c'est moins que d'habitude. Et c'est pourquoi on mentionne les déceptions. Les déceptions sont très souvent. Chaque année, nous avons une autre période de déception. Éventuellement, c'est la mère nature qui va réparer tout ça. Ça, c'est our secret weapon. Yeah. Parfait. Est-ce qu'il y avait eu d'autres questions? Oui. C'était une excellente question, mais c'est vaut $2. Non, c'est Daniel qui va payer, hein? C'est pas toi. C'est juste Daniel qui va payer la monnaie. Alors, pour chaque question. Voilà, question? Oui. Monsieur le gouverneur, dans un contexte où on a des gouvernements qui sont fortement endettés, une population qui vieillit et qui est endettée, une reprise économique qui est difficile, un commerce international difficile et changeant, comment voyez-vous le développement économique, le bien-être des citoyens dans un horizon de 3 à 10 ans? Bien, en ce moment, nous avons beaucoup de vents contraires qui touchent notre économie. Ce sont les vents globaux. Ce n'est pas nécessairement des questions canadiennes. Il y a des questions canadiennes aussi. Mais c'est évident que la croissance sera moins que d'habitude. La tendance historique sera moins dans le futur. Et c'est à cause des choses que vous avez mentionnées, par exemple, la population vieillit, c'est vrai.
Ça, chaque jour. Hein. Ça arrive chaque jour. Et c'est pas un mystère, là. Et les gens qui sont arrivés entre les années 45 jusqu'à 60, là, ils commencent à prendre leur retraite. Ça va ralentir notre économie. Ce sont les choses structurelles, permanentes en effet. Il y a d'autres choses qui sont plus cycliques. Et c'est pas facile d'estimer la balance entre des choses comme ça. C'est pourquoi il y a un débat en ce moment concernant la stagnation. Est-ce que c'est une possibilité pour le monde d'avoir une période de stagnation? C'est possible, mais nous pensons que c'est vraiment les vents contraires qui vont dissiper graduellement. Et c'est certain que le processus prend plus de temps qu'anticipé. C'est certainement le cas. Mais je recommande que vous voyez le discours de Kellen Wilkins la semaine prochaine à Toronto. C'est pas loin d'ici, non? À Toronto. Et elle va discuter de tout cela. C'est une question des tendances long terme et aussi le taux d'intérêt naturel, c'est-à-dire le taux équilibre de l'économie. Ça change aussi en même temps. C'est une question très intéressante et ça vaut $2, je m'excuse. Autre question, peut-être une plus petite question qui vaut juste $1. Non? Et sinon, je vais m'arrêter. Je vous remercie beaucoup. Et,